Salut Thomas. Salut David. Merci d'être là déjà. Donc tu es un expert en apnée. Tu vas nous dire un peu, si c'est possible, ton parcours et tes titres là-dedans. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un risque vital si on arrête de respirer? Alors, je vais ouvrir par, euh, euh, par une blague que j'aime beaucoup qui dit on peut retenir sa respiration beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Et en vérité, on peut retenir notre respiration jusqu'à notre mort. Et en fait, c'est probablement pas tout à fait vrai. Euh, le principe, la façon dont ça se passe, c'est que lorsque je retiens ma respiration, je consomme l'oxygène qui est dans mes poumons, dans mon sang, etc. Et au moment où il n'y a plus beaucoup d'oxygène, le cerveau va considérer qu'il faut le garder pour les organes vitaux qui sont le poumon, le cœur, le cerveau. Et donc il va déclencher ce qu'on appelle la syncope. Et la syncope, c'est juste une mise en sommeil en fait, où on perd conscience et le réflexe de respiration automatique se remet en place. Et donc on respire, de l'air frais arrive, de l'oxygène arrive, et on reprend connaissance. Donc en vérité, ce serait probablement pas possible de mourir en retenant sa respiration à sec, parce qu'une fois qu'on a perdu conscience, on se remettrait à respirer. Les risques vont plutôt être liés à si on tombe et qu'on se cogne la tête, ou bien probablement si on est allongé et qu'il y a la langue qui va faire obstruction sur les voies aériennes. Pour être vraiment très 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 précautionneux sur l'apnée, on dit qu'on a une règle d'or qui est qu'on fait jamais d'apnée seule, qu'on retient jamais sa respiration seule. Et ce que ça veut dire, c'est que si je fais des apnées euh, et que je ne suis pas seul, mais que c'est ma grand-mère qui me surveille, ben en fait c'est pareil que si je suis seul parce qu'elle ne pourra pas intervenir. Donc en fait la personne qui est avec nous, elle doit être formée aux techniques de sécurité pour, euh, pour nous ranimer. Ça c'est vraiment spécifique à la partie dans l'eau, parce que dans l'eau, si je perds connaissance et que je respire, c'est pas de l'air qui va rentrer dans mes poumons, c'est de l'eau, et donc c'est noyade, et donc c'est mort très rapidement. Donc il y a vraiment des grosses conséquences. Pour vraiment répondre à ta question, on ne sait pas trop. A priori, il n'y a pas trop de risques. Il faudrait vraiment pousser très 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 fort pour arriver à la syncope à sec. Et a priori, à part voilà, ce risque minime d'obstruction de la langue, si on était en position semi-droite, il y a peu de chances qu'on s'étouffe. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre le risque, et soit on est tout seul et on ne pousse pas à fond, soit on fait en sorte d'être en présence de quelqu'un qui maîtrise les gestes de premier secours. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux maintenant te présenter un peu sur ton parcours? Euh, ok, j'ai pratiqué l'apnée en compétition entre 2013 et 2020. Je me suis arrêté au moment de l'arrivée du Covid, quoi. Euh, il y a deux grandes familles de l'apnée en piscine et l'apnée en mer, en profondeur. Et moi, je faisais vraiment essentiellement de l'apnée en profondeur. Alors, je m'entraînais en piscine pendant l'hiver et je faisais des compétitions au niveau national, mais je ne peux pas vraiment dire que j'avais un niveau vraiment remarquable, et c'était plus une histoire de jalonner ma préparation. Et en mer, il y a plusieurs disciplines. On appelle ça toujours le poids constant, parce qu'on descend à la force de ses muscles et on remonte à la force de ses muscles. C'est pas comme ce qu'on peut voir dans des films où on utilise ce qu'on appelle une gueuse pour nous faire descendre et qu'on remonte avec un parachute. C'est uniquement à la force musculaire. Et donc ça peut être soit en monopalme, soit avec des bipalmes, soit une technique où on se tire le long de la corde, soit en brasse. Et donc en brasse, c'est la technique qui est la plus exigeante physiquement, parce qu'on a pour appui sur l'eau que ses mains et ses pieds, et pas d'accessoires. Donc globalement, on va moins profond en brasse que sur les autres disciplines, parce que c'est plus exigeant physiquement. Et donc moi, je me suis spécialisé sur cette discipline de la brasse. Donc j'ai été 3 fois champion de France et j'ai eu une médaille de bronze en championnat du monde. Voilà. D'accord. Toi, tu as fait beaucoup de recherches là-dessus et tu as développé aussi des méthodes personnelles, et tu suis également des athlètes finalement qui se préparent pour pour l'apnée. C'est ça. Moi, j'ai toujours été très curieux de comprendre et essayer d'améliorer. Et c'est une discipline où ça se développe vite, mais en tout cas, à l'époque où moi je l'ai pratiqué, il y avait peu de ressources. C'était des forums, c'était des gens qui s'est échangé avec d'autres athlètes sur les compétitions, et c'est des choses comme ça. Et donc voilà, essayer de comprendre, essayer d'expérimenter. Donc évidemment, c'est pas forcément la voie la plus efficace ou la plus rapide, mais pour moi, c'était vraiment très nourrissant. Et rapidement, j'ai eu vraiment l'envie de partager ça et de me dire qu'est-ce qui est transversal. Si quelque chose fonctionne sur moi,
et que ça fonctionne aussi sur une personne qui fait une autre discipline avec une morphologie différente et une approche de l'entraînement différente, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être universel, en tout cas qui est transversal et qui se partage. Et donc j'ai aussi beaucoup appris par cette pratique de l'enseignement, en fait, du partage. Ça me permettait, moi, de mettre en réflexion des choses, de me dire, au fait, moi, comment je fais, comment je le perçois, etc. Donc j'ai enseigné sur des formations d'apnée, et puis après, j'ai coaché et accompagné plutôt des personnes avec des profils d'athlètes haut niveau qui sont en équipe nationale, soit en mer, soit en piscine, et sur différentes disciplines. Ok, merci pour cette présentation et ces explications. Le fait d'arrêter de respirer, donc moi je parle évidemment, moi je fais référence à ce qu'on pratique nous dans le yoga, donc qui est à sec, mais tu peux nous parler de tout ce que tu connais. Le fait d'arrêter de respirer déclenche une peur. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Je prétends pas dire la vérité. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'ai compris à un moment, que j'ai lu, que j'ai compris, et qui m'a permis de considérer les choses sous un angle qui m'a vraiment beaucoup aidé à ressentir, à évoluer et aider sur la transmission. L'idée, c'est que j'inspire. Dans l'air que j'inspire, il y a de l'oxygène. Cet oxygène, au niveau des poumons, il passe dans le sang. Il est transporté par le sang aux organes. Il est utilisé, consommé par les organes, utilisé comme un carburant pour produire de l'énergie. Et il y a un déchet qui est produit par les organes, qui est le dioxyde de carbone, qui rebascule dans le sang, qui revient et qu'on expire. Et en vérité, on a très peu de récepteurs dans le corps qui nous avertissent du niveau d'oxygène qu'on a. Donc on n'est pas capable de savoir si au moment où j'ai plus d'oxygène avant de perdre connaissance, par exemple, c'est vraiment très difficile de ressentir ça. Par contre, nos capteurs, ils nous avertissent très bien de la quantité de dioxyde de carbone qu'on a dissous dans le sang, de présent dans l'organisme. Et donc c'est plutôt le moment où ce dioxyde de carbone il va s'accumuler, et là le corps va déclencher ce qu'on appelle l'envie de respirer. Et donc c'est vraiment cette envie très forte, l'impression très forte d'avoir besoin de respirer tout de suite maintenant, et une sensation qui est désagréable physiquement et mentalement. Souvent il y a vraiment quelque chose de... Ça amène du stress, ça amène des pensées négatives, c'est quelque chose de vraiment désagréable. Ce que j'ai lu, et donc ce point qui m'a permis de voir les choses un peu différemment, c'est qu'il y a 3 stimuli qui déclenchent un réflexe de panique chez tous les êtres humains en toutes circonstances. En numéro 2 et 3 ex aequo, c'est un bruit très fort, proche de soi, voire derrière soi. Voilà, il y a un pétard qui pète derrière, on sursaute, tout le monde sursaute. Ex aequo, c'est la peur du vide, le vertige. On met n'importe qui à 30 mètres de hauteur, même attaché, il a les mains qui vont transpirer. Et donc on peut s'y entraîner, comme le font les grimpeurs de haut niveau, comme le font les militaires par exemple. On peut s'entraîner à moins réagir à ces stimuli, mais ils sont là, ils sont profondément ancrés en chacun. Et le plus fort du plus fort, c'est la peur de la suffocation. Et donc n'importe qui à qui on va forcer de retenir la respiration, ça va déclencher un réflexe de panique. Et ça, donc, c'est lié à l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone dans le corps. Et donc ce qui se passe, moi la façon, donc, le prisme par lequel je vois les choses, c'est que au moment où je ralentis ma respiration, voire au moment où je retiens ma respiration, le niveau de dioxyde de carbone, il va augmenter. Et donc ça va provoquer des sensations physiques qui sont très souvent désagréables, mais en même temps, au fond, il y a aussi ce truc de l'ordre de la panique, et qui peut vraiment faire paniquer les gens et leur faire perdre la raison, entre guillemets. Ils ne sont plus dans le contrôle d'eux-mêmes, ils vont faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais sortir très précipitamment de l'eau s'ils sont dans l'eau pour respirer très fort, très vite, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir, un, prendre conscience, et deux, apprivoiser petit à petit pour se dire, ok, je viens toucher un réflexe de survie, un truc de panique, mais comment est-ce que j'arrive à m'en détacher et juste me concentrer plus sur les signaux physiques.